Un statut autonome pour Banque El Maghrib, nous dit aujourd'hui le Maroc. Un projet de loi vient d'être déposé au secrétariat général du gouvernement. Il prévoit de renforcer l'indépendance de la Banque centrale, notamment en lui conférant le pouvoir de définir l'objectif de stabilité des prix et de conduire la politique monétaire dans un cadre autonome. Les missions de la banque seront beaucoup plus larges. En contrepartie, il y aura un contrôle parlementaire et une audition du Wali. Banque El Maghrib reprendra donc les pleins pouvoirs, continue Les Échos. Cette métamorphose tombe à point nommé selon le journal. Avec la crise financière internationale, une refonte du statut et des missions de la Banque centrale était plus que nécessaire. Les Échos publient un entretien avec le Wali de Banque El Maghrib. Abdelatif Jouahri explique les grandes avancées du nouveau statut. Les interventions entre la Banque centrale et le gouvernement seront beaucoup plus claires selon lui. Retour à cette une d'aujourd'hui, le Maroc qui s'intéresse aussi au dialogue social. Tout se jouera les 2 et 3 mars, nous dit-on. Les syndicats sont plus que jamais déterminés à arracher au gouvernement une baisse de l'impôt sur le revenu. Comme juste contrepartie aux réformes de retraite, commente le journal, les deux dossiers restent indissociables selon le quotidien. Après le Forum Afrique Développement, l'heure au bilan dans les pages de Challenge. Le continent noir est perçu comme une terre de business idéale pour les hommes d'affaires marocains. Beaucoup d'entre eux ont déjà tenté l'aventure. De nombreuses grandes entreprises et des PME marocaines ont osé investir en Afrique. En 2013, leurs investissements ont atteint 1,2 milliard de dirhams. L'ambition aujourd'hui est de faire mieux. Le Figaro l'a décrit comme capitale de tous les dangers yéménites. Sanaa, là où la Française Isabelle Prime a été enlevée par des inconnus. La ville est le théâtre de violences depuis l'entrée des Houthis, cette milice composée de chiites zaïdis. Ces rebelles se sont emparés en septembre dernier de bâtiments officiels, puis encerclé la résidence du président fin janvier. Après la fuite du président Abdurabou Mansour Hadi, les Houthis ont attaqué la base des forces spéciales à l'arme lourde. Sanaa est aujourd'hui un champ de guerre. Ses habitants y vivent avec la peur collée à la peau, écrit le journal. Après de longs mois de débats, l'Assemblée nationale autrichienne a adopté cette semaine une nouvelle loi sur l'islam. Courrier international décortique cette loi. Elle garantit aux musulmans un meilleur cadre juridique mais interdit tout financement des organisations religieuses et des imams par des fonds étrangers. Le journal précise aussi que ces organisations religieuses deviennent des entités de droit public. La loi prévoit également d'offrir aux quelques 600 000 musulmans autrichiens l'accès à des études de théologie islamique. Mais au sein de la société autrichienne, certaines voix s'élève, comme cet éditorialiste du journal Le Standard, repris par Courrier international. Il déplore que le gouvernement n'ait pas trouvé le ton juste dans la formulation de la loi. Le Washington Post a été l'un des premiers à identifier Jihadi John, l'un des hommes les plus recherchés de la planète. On en sait désormais plus sur cette figure masquée à l'accent britannique présente sur les vidéos de la décapitation de l'organisation de l'État islamique. Derrière la silhouette la plus connue de Daesh se cache Mohamed Amouazi, un londonien de 26 ans. Il est diplômé de l'université de Westminster en programmation informatique. Amouazi aurait été détenu puis interrogé à plusieurs reprises en Tanzanie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le MI5 aurait même tenté en vain de le recruter. Il aurait été harcelé au point de perdre 2 fiancés, son emploi et une nouvelle vie au Koweït.